qui avait admirablement parlé, et je n'ai rien d'autre à dire qui gâterait l'extraordinaire dépôt intellectuel et émotionnel que met en nous cette magnifique reconstitution de la vie et de l'âme de Raymond Aron. Si quelqu'un maintenant veut intervenir et poser quelques questions à M. Gardel ou à vous, c'est le moment. Nous avons encore un peu de temps. Et je propose que Mme Schnapper et M. Gardel, vous veniez vous installer sur ces fauteuils pour répondre, le cas échéant, à ceux qui auront envie de vous demander quelque chose de plus ou à vous livrer une pensée ou un témoignage. Il faut un micro. Ça va. Je suis Louis Buchmann et j'ai une question pour M. Wexler et pour vous, M. Gardel. Comment se fait-il que... Qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressé à Raymond Aron? Pourquoi avez-vous fait ce magnifique film qui vous a vraiment bouleversé? Splendeur. Alors, d'une part, vraiment pour la réalisation, je rends à César ce qui est à César. Le film vaut beaucoup, beaucoup grâce au talent de Mathieu. Je le dis vraiment honnêtement, voilà. Mathieu, qui est un réalisateur de fiction, et voilà, le côté, c'est très important de séduire les jeunes, et ça vient beaucoup, beaucoup de son talent de monteur et de réalisateur. Voilà. Moi, je maîtrise le fond, mais je pense qu'il faut aussi ce côté visuel et de direction artistique pour arriver à toucher le grand public. Pour répondre à votre question sur le fond, moi, j'ai été très marqué par l'émission Le Spectateur engagé, qui a été faite, je pense, au début des années 81, avec Missika et Volton. Et c'est vrai que, en fait, j'avais deux lectures. J'ai jamais lu beaucoup, hein, mais j'ai cette émission que j'ai vue plusieurs fois qui m'a profondément marqué. D'ailleurs, il y a quelques extraits là-dessus. Et puis, je lisais Les carnets de la drôle de guerre de Sartre, qui est sans doute parmi les textes de Sartre les plus intéressants parce que pas du tout idéologique. Et c'est vrai que j'avais les deux, j'avais Sartre et Aron. Et ça m'a marqué. Et un peu par hasard, après Sciences Po, France Culture m'a demandé de faire 10 heures sur Raymond Aron. Donc j'ai écouté, il y a énormément d'enregistrements de radio. Donc voilà, ça restait pour moi une sorte de phare. Et puis un peu par hasard, après ça s'est fait par hasard, c'est un producteur qui savait que je connaissais ça. Et en fait, pour rendre à César ce qui est à César, l'idée du film vient pas de moi, c'est Emmanuel Kessler, qui était président de Public Sénat, qui a eu cette idée. Et il faut dire que c'est assez gonflé parce qu'honnêtement, très peu de responsables de chaînes peuvent avoir l'idée et surtout ont le courage d'imposer un film sur Aron. Donc c'est vraiment, ce film existe beaucoup grâce à Emmanuel Kessler. Quelqu'un d'autre peut-il intervenir? Bonsoir, je voudrais simplement vous remercier parce que, étant en première année, je pense que c'est important de le dire, première année d'études supérieures, je me suis beaucoup perdue cette année et on a étudié un petit peu Aron, mais jamais nous n'avons partagé en fait cette vision qu'il avait de la vie, qu'il avait de lui-même, qu'il avait du monde. Et c'est très important ce documentaire, il est essentiel, je pense que je vais très sincèrement le partager parce qu'il m'a donné beaucoup d'espoir, premièrement, et que je pense que j'ai du mal à... Aujourd'hui, les jeunes, on a beaucoup de mal à communiquer, on a beaucoup de mal à débattre, tout simplement, alors que ça pourrait être tellement plus simple de juste commencer par penser et de réhabiliter la beauté de la pensée. Et je voudrais vous remercier pour ce beau documentaire, simplement. Bravo. Rémi? Comment ressentait-il les attaques dont il faisait l'objet de la part de l'université et d'un certain nombre de ses confrères?
Comment le vivait-il? Comment le ressentait-il? Était-il blessé? Souffrait-il? Ça n'a jamais été agréable d'être seul et d'être critiqué. Et je crois qu'il en souffrait. Enfin, ça n'a pas été, surtout la période jusqu'à 56, n'a pas été une période heureuse, même en dehors des problèmes familiaux. Ça a été un problème de solitude, y compris avec les amis de toujours, des amis moins connus que Sartre, mais des amis de toute sa jeunesse. Je dois le dire, à un moment donné, Fabrice l'a repris, on perd ses amitiés de jeunesse, enfin, le drame que ça. Et ça faisait écho à cette période où les plus proches ne pensaient pas qu'il avait tort, mais pensaient qu'ils avaient moralement tort. C'était un débat moral. Moi, le nombre de gens qui ont refusé de me serrer la main pendant des décennies est considérable. Et je ne vous cite pas des gens qui ensuite ont fait carrière sur l'antitotalitarisme. Et donc, mais voilà, il était mené par lui. Je crois qu'il a repris l'idée de la vérité, que la vérité c'est la vérité. Ce qui évidemment, c'est son côté démodé. Moi, il y a une des choses qu'on a essayé de mettre en avant avec Mathieu, c'est qu'effectivement, il a beaucoup été accusé d'être quelqu'un de très froid, alors qu'il était, on le voit, il n'était absolument pas comme ça. Donc la dimension humaine, c'est vrai qu'il y a une injustice terrible de y passer pour quelqu'un de terriblement indifférent. Enfin. J'ai une question. Quelqu'un là-bas a levé le bras avant vous, et ce sera à vous après. Je voulais juste dire que j'ai eu la chance, Présentez-vous. Emmanuel Veil, avocat. J'ai eu la chance dans ma jeunesse d'entendre votre père un colloque sur le sionisme au Collège de France. Et c'était très émouvant, justement. Il n'avait rien d'un être froid et glacial, pas du tout. Il avait pris la parole aux côtés d'une autre personne qui était Pierre Mendès France. Et c'était vraiment passionnant. Et d'ailleurs, je le regrette, je ne sais pas comment, si on a édité son discours à l'époque. Mais je me permets juste de vous poser une question qui ne concerne pas votre père, mais comment expliquez-vous que Sartre ait été, puisque c'est dit pendant ce très beau film, si on peut dire indifférent, ou plutôt que lorsqu'il a été en Allemagne après votre père, et que lui, si j'ai bien compris, a été pendant que les nazis étaient déjà au pouvoir, après le 30 janvier 1933, comment peut-on expliquer que Sartre a été, indifférent à l'histoire se faisant, selon l'expression de votre père? Je ne connais pas Sartre de la même façon, mais il me semble, enfin d'après tous les témoignages qu'on peut avoir et les souvenirs regardés, que c'était une époque où Sartre d'abord pensait à lui-même et à sa carrière et à sa volonté d'être Chateaubriand, à son ambition, et que c'était d'autre part un homme de lettres, enfin un homme de philosophie. C'était pas quelqu'un qui était intéressé par les autres, ni donc intéressé par les phénomènes politiques. Je crois que ça renvoie tout à fait à la psychologie de l'homme de lettres, engagé dans sa propre carrière intellectuelle, dans sa propre carrière tout ça. Et même pendant Fabrice disait qu'il avait été intéressé par ces lettres de la guerre. On voit que c'est pas la guerre en elle-même, avec tout ce qu'elle implique pour les autres, qui l'intéresse, mais ses propres réactions à la guerre et la poursuite de son projet personnel, purement intellectuel et philosophique. Et puis après la guerre, il y a eu cette transformation avec le communisme. Mais Raphaël Enthoven le dit très bien. La politique, c'était pas spontané jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, pendant la guerre, ses sentiments n'étaient pas douteux, mais enfin, il a écrit Huis clos. Enfin, il a continué son œuvre purement littéraire et philosophique. Et il n'a pas été troublé de remplacer un professeur juif dont on avait supprimé la chaire. Il lui a succédé sans problème moral excessif.
Et pour prolonger ce que dit Dominique, il se trouve que j'ai fait un film sur Beauvoir, donc j'ai un peu travaillé là-dessus. C'est exactement ce qu'elle dit, c'est-à-dire que... Et d'ailleurs, Raymond Aron le dit, parce que Raymond Aron reconnaît tout à fait le génie de Sartre pour certaines choses, pour la création littéraire. Il a gardé pour lui une admiration. Une admiration. Il dit, en dépit de son génie, effectivement, il était devenu autiste, mais en dépit de son génie, Aron avait conscience du génie créateur de Sartre. Et Sartre d'avant-guerre est absolument pas politisé, ça ne l'intéresse pas, il ne vote pas, et il se rêve, à juste titre, comme un grand écrivain, il est en train d'écrire la nausée, et donc il ne lit pas ça, et quand il va en Allemagne, ce qui l'intéresse, c'est de lire Husserl. Et d'ailleurs, c'est Aron qui lui dit qu'il faut... Mon petit camarade, si tu veux comprendre ce que c'est qu'un jus d'abricot, lis Husserl. Il lit Husserl. Et donc, c'est la littérature qui l'intéresse et absolument pas la politique. D'ailleurs, on peut dire... Enfin, moi, je suis pas du tout historien, mais je pense que la radicalité de ses positions politiques d'après-guerre s'explique en partie par le fait qu'il se soit si peu intéressé à la politique, comme s'il tordait le bâton dans l'autre sens. Et Beauvoir, ça ne l'intéressait pas non plus, d'ailleurs, c'était des moralistes. Les carnets de la drôle de guerre, ils parlent de littérature, ils parlent très peu de... Ils parlent pas du tout de politique, ça ne l'intéresse pas du tout. Et ça a été quand même un grand résistant rétrospectif, quoi. Quant à la phrase « Je vous ai de Chateaubriand ou rien », ça n'est pas de Sartre, c'est de Victor Hugo, jeune. Oui, mais c'est repris par ça. Un pastiche. Monsieur Thierry Florent. Bonjour. Bien sûr. C'est une question un peu humaine que j'ai pour vous, la fille de Raymond Aron. Comment est-ce qu'on peut vivre vis-à-vis d'un père qui a une aussi grande intelligence et une aussi grande simplicité d'expression, de communication, de compréhension? Vous voyez ce que je veux dire? Pour nous de l'extérieur, moi, depuis enfant, chaque fois que Raymond Aron parle, c'est limpide, etc. Et il a un esprit qui va très loin. Vous voyez ce que je veux dire? La simplicité et le champ de pensée extraordinaire. Comment vous le vivez ça? Comment vous l'avez vécu? Je ne suis pas une femme de lettres qui raconte ses états d'âme. Mais ça n'a pas toujours été facile, parce qu'il n'avait pas une position facile, et donc la mienne ne l'était pas non plus. Je pense que ce qui m'a sauvée, c'est le fait que j'étais une femme et pas un homme, c'est-à-dire que je n'avais pas à être comparée. Et je pense que pour un fils, ça aurait été très difficile. Pour une fille, ça l'était moins. Et que j'ai eu la chance, en octobre 1957, de rencontrer un rouquin binoclard avec lequel qui m'a donné la sérénité, toute la sérénité qu'on peut avoir. Je ressemblais un peu à Cohn-Bendit. C'est la même origine. C'est l'origine des juifs rouquins de la vallée du Rhin. Et ça nous avait frappé à l'époque, on en avait beaucoup plaisanté. Mais Cohn-Bendit, à ce moment-là, n'avait pas de lunettes. Oui, quelqu'un? Oui, merci. Je suis Michel Crière. Je voulais simplement vous demander pourquoi vous aviez intitulé votre film Le chemin de la liberté, qui est normalement un titre, c'est repris de Sartre, Les chemins de la liberté, et consacré à Raymond Aron. Moi, ça m'a fait un peu penser à l'émission qu'il y avait eu sur France 5 qui s'appelait Duel, où on faisait toujours, et je trouve que votre film peut effectivement faire partie de cette collection avec, non pas seulement l'antagonisme, au fond aussi la proximité de ces deux êtres. Donc je voulais savoir s'il y avait une raison particulière. Alors il y a deux raisons. D'abord, j'avais un producteur assez gentil, mais pas très très brillant, qui nous proposait un titre très très bête depuis le début. Et donc, il fallait que j'en trouve un autre. Ça, c'est la première raison. Et après, avec Mathieu, on s'est tordu les esprits. Et effectivement, comme je connaissais Les chemins de la liberté, je trouvais que c'était un joli clin d'œil
pour à la fois positionner Aron par rapport à son petit camarade, de façon en même temps un peu allusive, parce que je pense qu'il y a très peu de gens aujourd'hui, malheureusement pour Sartre, qui se souvient qu'il a écrit Les chemins de la liberté. Voilà. Et non, mais des gens très cultivés, mais il y en a peu. Et puis après, j'ai trouvé que c'était un joli titre, c'est tout. Mais si on avait trouvé mieux, on aurait fait autre chose. Mais oui, on en a parlé, on a trouvé que c'était le plus joli. Voilà. Celui auquel on a échappé. Avoir raison avec Raymond Aron. C'était mieux. La liberté, c'est quand même beaucoup mieux. Oui. Non, je vais continuer sur le producteur, comme ça m'amuse. Je suis très bon. C'était un producteur très à droite. Et donc, il voulait absolument que je prenne des gens très à droite pour le film. Et notamment un intellectuel canadien. Voilà. Voilà. Et alors justement, et je lui ai expliqué que si c'était pour convaincre les gens du Point que Aron avait raison, on n'avait pas grand effort à faire, et que c'était beaucoup plus intéressant de prendre Danny Cohn-Bendit pour faire de l'entrisme. Voilà. Il a eu du mal à comprendre, mais enfin, je ne vais pas laisser le choix. Monsieur? Oui, Gabriel Dufort. Vous expliquez dans votre documentaire qu'il soutenait les États-Unis tout en reconnaissant leurs excès, et puis que la violence était nécessaire en politique. Donc ma question c'est, est-ce que pour Raymond Aron, la fin justifie également les moyens? Non, pas qu'elle était nécessaire en politique, qu'elle était la dimension nécessaire de la politique, c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire qu'il regrettait que la violence fût la définition de la politique, mais il constatait, il analysait le fait qu'elle l'était. Ce qui répond à la deuxième partie de votre question, il est évident que la fin ne justifie pas les moyens. Bien, eh bien, nous allons clore, hélas, cette soirée. Je pensais, alors qu'ils n'ont pas beaucoup de liens communs, mais à ces deux personnages qui aussi se font face au-dessus du XXe siècle, Sartre et Bernanos. Au-dessus du XXe siècle, chargé de crimes, de génocide, de Shoah, des horreurs, vous avez d'un côté Sartre qui fait dire à un de ses personnages « l'enfer c'est les autres », et Bernanos qui fait dire au curé de campagne à la comtesse « l'enfer, madame, c'est de ne plus aimer ». Et au fond, Raymond Aron aurait pu dire la même chose, car il y a effectivement ces deux opposés de la destinée humaine, l'amour et l'enfer. En tout cas, merci infiniment pour cette soirée magnifique. Et si on peut se procurer ce film, on serait heureux de le faire. Alors, du coup, je vais faire un peu la retape. Comme on va essayer de relancer le site avec Perrine Simon-Naoum et Dominique, le site Raymond Aron, je veux bien éventuellement, si Christine ou vous pourrez nous envoyer les mails des uns et des autres. Comme ça, on vous tiendra au courant, parce qu'on a fait aussi un film sur Camus, et un peu dans le même esprit, on va essayer de faire un film sur Hannah Arendt, un film sur Simon Leys. Donc, comme ça, on vous invitera aux avant-premières, etc. Et puis peut-être vous aurez des idées ou des inputs pour le site Raymond Aron. Et alors, je peux aussi, pardonnez-moi de vous interrompre, vous faire envoyer les mails de toutes ces personnes qui sont inscrites ce soir. Voilà, c'est ça que je demande. Parfait, alors ça, je m'en charge. Voilà. Et du coup, si jamais vous voulez le film, je vous enverrai mon mail, et si vous voulez un lien du film et de celui de Camus, je vous l'enverrai, il n'y a pas de problème. Encore merci. Non, ils sont plus. Je vous en prie.